Mais il est temps que la guerre se termine, les amis, et elle va se terminer avec quelque chose de tragique dont Franck va nous parler dans quelques petits instants. Alors effectivement, mais on va poser peut-être un tout petit peu de contexte. Déjà, on l'a vu, la guerre de sécession, c'est un conflit quand même qui est assez complexe, et dans lequel les acteurs politiques sont non seulement variés, mais leurs alliances sont elles aussi assez variables. Si en 1860, Lincoln est élu par un parti républicain unifié et qui a face à lui un parti démocrate divisé, en sachant qu'on le rappelle, peut-être pour nos auditeurs, à l'époque, les partis démocrates et républicains n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, les mêmes plateformes qu'ils ont aujourd'hui. Le parti républicain étant considéré comme progressiste pour l'époque, là où le parti démocrate est considéré comme conservateur, voire réactionnaire. Pour ceux qui s'intéressent à la question, je vous invite à regarder ce qu'on appelle le Platform Switch, qui a eu lieu dans les années 60. Durant cette période, les deux partis ont quasiment échangé de position politique. Les divisions des démocrates en 1860 vont donner la victoire, une victoire écrasante d'ailleurs, à Lincoln, qui devient président. On l'a vu, les États du Sud considèrent l'outrage comme absolument horrible, surtout que Lincoln est relativement abolitionniste. En réalité, on va y revenir, il n'est pas particulièrement non plus... c'est pas un John Brown, c'est pas un abolitionniste radical, mais ça fait peur aux sudistes. Ils font donc sécession, mais tous les démocrates, puisque les démocrates sont les principaux à l'époque, le principal parti qui défend la cause de l'esclavage, tous les démocrates, notamment dans le nord des États-Unis, ne font pas sécession. Et un certain nombre d'entre eux vont rester fidèles à l'Union. Au cours des 4 premières années du conflit, donc, on va avoir des partis politiques qui vont continuer, entre guillemets, malgré la situation, à coexister. Arrive l'élection de 1864, dans laquelle on va retrouver donc ces partis républicains et démocrates. Il faut donc choisir des candidats. Aux États-Unis, chaque parti choisit son candidat avant l'élection présidentielle, et c'est pas forcément le président en place qui peut se représenter. En sachant qu'en plus, à l'époque, il n'y a pas de limite de mandat aux États-Unis. La limite des mandats a été introduite après la Seconde Guerre mondiale, après que le président Roosevelt ait fait 4 termes, 4 passages dans le bureau ovale, justement pour limiter le monopole du pouvoir par un seul homme. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Le candidat républicain, on pourrait se dire, il est tout trouvé. C'est Lincoln. Il est déjà président, on change pas de cheval en milieu de course, c'est d'ailleurs l'un des arguments, textuellement, c'est l'un des slogans utilisés par les républicains. Mais en réalité, Lincoln y est quand même critiqué. D'abord par ses propres troupes, notamment parce que les républicains les plus radicaux, qui formeront le parti de la démocratie radicale avant l'élection, considèrent qu'il n'est pas assez abolitionniste. Notamment parce que sa déclaration d'abolition de l'esclavage de 1863 ne concerne en réalité que les États en rébellion. Autrement dit, les États qui se sont confédérés face aux États-Unis vont y voir l'esclavage aboli par les États-Unis, alors que ceux-ci n'ont pas le contrôle des États en question. Donc, pour les radicaux chez les républicains, on considère que c'est pas assez. On devrait aussi abolir l'esclavage dans les États toujours loyaux aux États-Unis. De plus, il y a toute une question des droits de ces anciens esclaves qui fait débat. Et chez les démocrates, on va présenter McClellan, un individu qu'on a déjà vu tout à l'heure dans la question stratégique, qui a été chef des armées aux États-Unis et qui est présenté par certains comme le candidat de la paix. En réalité, c'est là aussi un petit peu plus compliqué puisque McClellan est lui-même favorable à continuer le conflit, notamment parce que au moment de l'élection, il va y avoir plusieurs victoires des États-Unis qui font que on voit bien dans quel sens le conflit est en train de se diriger, mais l'élite du Parti démocrate, elle, pas complètement défavorable, voire pour certains même très favorable à un arrêt du conflit. Tout simplement parce que là encore, je répète, mais au sud, les politiciens qui forment l'élite confédérée, ce sont aussi des démocrates. Forcément, même si on n'est pas du même côté de la frontière, entre guillemets, ou en tout cas du même côté du conflit, on a quand même toujours des affinités politiques. On va donc se retrouver avec 3 factions au début de cette élection. La faction des républicains plus radicaux qui forment partie de la démocratie radicale, dirigée notamment par John Charles Fremont, qui est un abolitionniste beaucoup plus, on va dire, ambitieux que Lincoln.
Et en phase 2, les démocrates qui mettent McClellan. Et Lincoln va avoir une idée, alors lui, alors je ne rentrerai pas dans le détail, parce que je ne sais pas vous dire si c'est lui ou si c'est les membres de son cabinet qui ont eu l'idée, de former un parti d'union nationale. Et outre l'idée de continuer avec le même président, puisqu'on est en plein milieu du conflit, ce qui donne d'une certaine manière toujours un peu l'avantage à l'individu qui est toujours en place, il va utiliser deux autres méthodes. D'abord, il va accentuer son discours abolitionniste, d'un côté, ce qui va finir par faire revenir dans son camp les républicains les plus radicaux, et surtout, il va se choisir un vice-président, puisqu'aux États-Unis, on n'élit pas seulement un président, mais aussi un vice-président. Il va se choisir un démocrate, Andrew Johnson. Ainsi, le ticket mené par Lincoln d'unité nationale va très largement dominer l'élection et va battre très largement le parti de McClellan, qualifié entre guillemets de pacifiste, voire de père la guerre. Le conflit, à ce moment-là, il est très clairement en train de tourner en faveur des États-Unis. L'expédition dans le Mississippi a été un succès total, la Confédération est coupée en deux, et le général Grant est en train d'écraser les troupes du général Lee en Virginie. Tout ça, forcément, les acteurs autour de Lincoln, autour de la sphère politique même, ils s'en rendent compte. Et il y a un de ces acteurs qui n'est pas directement un politique, qui n'est pas directement un militaire. Il a été supposé que cet acteur a été approché par les services secrets confédérés, mais on n'en a pas la preuve formelle. Et je dis cet acteur parce qu'en réalité, il s'agit bel et bien d'un acteur de théâtre. Il s'agit de John Wilkes Booth, un acteur donc qui est originaire de Virginie de mémoire, qui joue à Washington et qui est un esclavagiste et un suprémaciste convaincu. Il a déjà eu ce monsieur Booth un projet de kidnapper le président Lincoln, notamment pour forcer les États-Unis à échanger des prisonniers de guerre avec le Sud. Puisque si au début du conflit il y a des échanges de prisonniers, à partir des années 1863, les échanges de prisonniers s'arrêtent, puisque le général Grant se rend compte que ces échanges de prisonniers ne servent qu'à re-remplir les unités de l'armée confédérée. Pour l'épuiser, ils arrêtent donc d'échanger des prisonniers, et ça déplaît fortement à Monsieur Booth, qui monte un projet de kidnapping. Ce projet de kidnapping va rapidement l'abandonner, et au début de l'année 1865, il va même le transformer. Le 4 mars, Lincoln est investi une deuxième fois président des États-Unis. Il a derrière lui une assemblée et un Sénat, donc un congrès américain acquis, avec une ultra majorité républicaine, et il préside à la défaite, à ce moment-là, qui est très clairement annoncée, donc de la Confédération. Le 8 et le 9 avril, on l'a dit, la bataille d'Appomattox amène le 9 à la reddition du général Lee, qui signe très clairement la défaite de la Confédération. Les combats continuent, il y a encore des troupes, notamment dans l'Ouest, l'a dit Nico, avec notamment certaines tribus qui vont continuer le combat, en tout cas certaines troupes qui vont continuer le combat, jusque d'ailleurs pour le chef, j'ai perdu son nom, je ne l'ai pas noté. Standwatie, voilà. Donc les combats continuent, mais tout le monde voit la direction qui est en train de prendre le conflit. D'ailleurs, le gouvernement confédéré est en fuite, Jefferson n'est plus en Virginie, il s'est déjà enfui. Mais ça n'empêche pas notre bon John Wilkes Booth d'être persuadé que le sort peut encore être renversé. Pour ça, il commence à imaginer l'assassinat du président Lincoln, en se disant que cet assassinat va désorganiser l'Union et permettre une bouffée d'air aux troupes confédérées. Cette envie de meurtre va s'accentuer le 11 avril, donc 2 jours après la reddition de Lee, lorsque le président américain, Lincoln donc, fait un discours sur le droit de vote des Noirs aux États-Unis. Un discours que le jeune Booth prend en horreur, persuadé que, basiquement, c'est la fin de la civilisation. Il va donc se préparer à passer à l'action, et il apprend que le président Lincoln va se rendre au théâtre en compagnie du général Grant, et il s'avère que comme Booth est un acteur connu, c'est une personnalité, et qu'il connaît très bien le théâtre, eh bien il pense pouvoir utiliser l'occasion pour abattre autant le président
que le chef des armées des États-Unis. Mais en réalité, ce plan, qui est sans doute très connu, je pense que très chers auditeurs, tout comme mes très chers collègues ici, tout le monde le connaît, en réalité il est beaucoup plus large que ça. Parce que Lincoln n'est pas la seule cible, et Grant non plus d'ailleurs. En réalité, pour réellement désorganiser les États-Unis, Booth a l'intention également de faire assassiner Andrew Johnson, le vice-président, et William Henry Seward, le secrétaire d'État, c'est-à-dire, pour faire simple, le responsable des affaires étrangères. L'idée, c'est de décapiter le gouvernement des États-Unis pour provoquer une crise institutionnelle et désorganiser totalement l'Union. Son plan ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Lui-même va rentrer sans difficulté dans le théâtre. Le militaire, le garde, le sergent qui était censé s'occuper de la protection du président américain était parti au troquet pour picoler avec le conducteur de la calèche. Je ne déconne pas, hein. Et il n'y a donc personne pour surveiller l'entrée de l'espace dans lequel se trouve le président. Malheureusement pour Booth, le général Grant n'est pas présent, c'est un autre officier qui le remplace à ce moment-là, puisque Grant n'a pas eu particulièrement envie de venir au théâtre ce soir-là. Booth va effectivement réussir son coup en tuant Lincoln. Il lui met un coup de pistolet Derringer dans la tête, et il réussit à s'échapper du théâtre. D'abord en passant par-dessus la rambarde, en descendant le long du rideau jusque sur la scène, puis en récupérant son cheval et en réussissant à s'échapper de Washington. Mais les complices qu'il avait envoyés pour faire les autres assassinats simultanés, notamment George Atzerodt et Lewis Powell, ne vont pas connaître le même succès. Atzerodt va se rendre dans l'hôtel où se trouve le vice-président Andrew Johnson, mais il va s'alcooliser au bar et finalement renoncer à son opération en jetant son arme dans un buisson. Lewis Powell, quant à lui, va bel et bien se rendre, aidé par David Herold, chez le secrétaire d'État Henry Seward, et va réussir à rentrer dans la maison en se faisant passer pour le coursier du pharmacien, puisque M. Seward à ce moment-là est alité et il a une blessure à la mâchoire. Cependant, arrivé jusque devant la chambre, il est ralenti par l'un des fils de Seward, et bien qu'il réussisse à le maîtriser à coups de crosse de pistolet, lorsqu'il pénètre dans la chambre, il tombe non pas seulement sur Seward, mais sur un autre fils de celui-ci, qui est également présent, et sur un militaire. Un combat un peu diffus s'engage, il réussit quand même à mettre 2 coups de poignard Bowie. Donc si vous avez déjà vu un couteau Bowie, vous voyez la taille de l'arme. Il met 2 grands coups dans le cou du secrétaire d'État américain, mais comme celui-ci porte une attelle, l'attelle va le protéger et l'empêcher d'être égorgé, puisque le coup est passé à 1 cm de sa jugulaire. Il réussit également à s'enfuir, notamment parce que lui est armé et pas ses adversaires, et après avoir laissé quand même quelques dégâts. Les individus vont s'enfuir, ils vont réussir à se rejoindre chez Mary Surratt, qui est la personne qui les héberge, et ils vont tenter de s'échapper. Ils vont être cependant très rapidement retrouvés, puisque c'est l'armée américaine elle-même qui est dépêchée sur place, qui engage les recherches et qui offre plus de $50 000 de récompense pour la capture de Booth et $25 000 pour Powell et pour Atzerodt. Ce qui pour l'époque est une fortune, pour ceux qui ne le visualisent pas. Le dollar n'a pas du tout la même valeur à l'époque qu'aujourd'hui. Alors je ne saurais plus vous dire la somme, mais on parle de plusieurs millions de dollars actuels. C'est pas une petite somme. Les conjurés ont donc réussi à tuer Lincoln. C'est le premier président américain à être assassiné en fonction. Les conjurés vont être bien sûr condamnés à mort, pas Booth qui ne se sera pas rendu et qui sera abattu par l'armée lors de son arrestation. Et c'est également la première condamnation à mort d'une femme par pendaison aux États-Unis, Mary Surratt, pendue donc avec les autres conjurés. L'assassinat de Lincoln va permettre l'accession à la présidence d'Andrew Johnson, qui, comme on l'a dit, est un démocrate. Or, ceci va avoir des répercussions politiques conséquentes sur l'histoire de la reconstruction, c'est-à-dire sur l'histoire de la fin de la guerre de sécession et de la réintégration du Sud dans les États-Unis d'Amérique.
En effet, comme il s'agit d'un démocrate, Andrew Johnson va faciliter très rapidement le retour de ces États confédérés. On fait estimer qu'il ne suffira que de 10% de loyalistes dans ces États pour leur accorder de nouveau le droit de vote. On fera en sorte que l'administration ne soit pas trop regardante sur qui était un politicien de la Confédération. On proroguera des amnisties et on ira jusqu'à mettre son veto et à tenter de lutter contre les divers amendements, y compris le 13e, 14e et 15e amendement, qui abolissent petit à petit d'abord l'esclavage, puis donnent des droits de vote, le droit de vote aux Noirs américains. Andrew Johnson va très clairement participer à sauver la mentalité sudiste. Et ça va avoir d'énormes conséquences, puisqu'en fait, ce président va laisser se développer d'abord ce qu'on appelle les Black Codes, donc les codes noirs, qui sont très clairement des héritiers directs des codes de l'esclavage, puis ensuite les lois Jim Crow, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, puisque pendant plus d'un siècle, elles vont pourrir les relations interraciales aux États-Unis, elles vont pourrir la question des droits civiques, elles vont ségréguer les populations et provoquer au niveau culturel d'ailleurs des problématiques qui sont toujours aujourd'hui présentes aux États-Unis. Les plaies de l'absence de la trop grande rapidité de la reconstruction, en tout cas telle qu'envisagée par certains, sont toujours présentes aujourd'hui aux États-Unis. Donc vous le voyez, cet assassinat en réalité, il a eu des conséquences qui ont été paradoxalement relativement positives pour les conjurés. Alors bon, eux-mêmes perdent la vie, mais la cause pour laquelle ils combattaient va être, faut pas dire réhabilitée ou sauvée, mais en tout cas va réussir à se transformer, la question de l'esclavage se transformant en une question des droits civiques. Alors se poser la question, et si ça s'était passé différemment ? Parce que vous le savez, moi j'aime bien l'Uchronie, parce que ça permet de réfléchir sur les questions historiques, sur le fait de comprendre ce que pensent les gens, ce qui les motive, comment ils fonctionnent, et ce qui change ou pas quand on fait en sorte que telle personne vive, meure ou change d'opinion. Alors, les uchronies les plus faites sur ce sujet, c'est bien entendu si Lincoln était resté vivant. On en a quand même quelques-unes qui tournent sur Internet, sur le fait que le président aurait été sans doute un peu plus dur que son vice-président démocrate. Mais Lincoln, c'est pas vraiment un républicain radical. Au début de la guerre, et même avant le conflit, il est d'ailleurs opposé au droit de vote des Noirs. C'est seulement au cours du conflit qu'il va petit à petit changer son point de vue politique. On n'est donc pas sur un grand abolitionniste, ni sur un individu foncièrement progressiste, en tout cas si on parle d'un point de vue plus moderne. Une question que je me suis posée, du coup, c'est et si la totalité du plan de Booth avait réussi ? S'il avait réellement réussi à assassiner non seulement Lincoln, mais aussi Grant, qui aurait très bien pu être présent dans la même salle à ce moment-là, puisqu'il y était invité. Pourquoi pas assassiner aussi Andrew Johnson, puisque l'échec de cet assassinat est principalement dû à l'alcoolisme et au défaitisme et sans doute un peu à la peur de l'un des conjurés, George Azeroth. Tandis que la survie de Henry Seward est presque miraculeuse, puisqu'il est sauvé par son attel. Et si on avait eu un assassinat qui se soit déroulé intégralement, et si le plan de Booth pour décapiter les États-Unis avait fonctionné, bien ça aurait changé énormément de choses, mais peut-être pas de la manière dont les conjurés l'espéraient. Parce que les États-Unis, à cette époque déjà, ont un ordre de succession. Si le président décède, c'est le vice-président qui prend sa place. On l'a déjà vu arriver plusieurs fois au cours de l'histoire des États-Unis. Mais si le vice-président venait à mourir en même temps que le président, il ne se passe pas rien. Et contrairement à ce que Booth a pu imaginer, il y a bel et bien une règle qui est prévue. Parce que, voyez-vous, le vice-président des États-Unis, ce n'est pas seulement le vice-président. En réalité, il est aussi président du Sénat des États-Unis. C'est pour ça que vous pouvez voir, quand vous regardez à la télévision, quand il y a des images de session du Sénat, avant c'était Pence, maintenant c'est... c'est Vance. Vance, oui, Vance. Oui, je comprends avec Mike Pence. Ouais. Qui est l'ancien vice-président.
on le voit siéger à la tribune du Sénat. Parce qu'en fait, il est président de l'institution, pas seulement vice-président. Le problème, c'est que comme il cumule les deux fonctions, le Sénat, pour se donner une garantie, a un deuxième président qu'on appelle pro tempore, autrement dit, le président temporel du Sénat. Et c'est cette personne qui, en cas de double assassinat, hérite de la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Cet individu, il est peu connu, j'ai trouvé assez peu de choses dessus. Il s'appelle Lafayette Sabine Foster. Alors non, ce n'est pas un membre de la famille de notre Lafayette à nous, c'est simplement un nom qui est très populaire aux États-Unis à cette période-là, puisque Lafayette est aussi un héros chez eux. La grande différence entre Andrew Johnson et Lafayette Sabine Foster, c'est que ce dernier est un républicain. Pas l'un des plus radicaux, mais très clairement beaucoup plus que Lincoln. En effet, bien avant le conflit, le début de la guerre de sécession, il a déjà fait part de ses positions abolitionnistes radicales. Or, si Johnson meurt, c'est cet individu qui devient président des États-Unis d'Amérique. Et avec lui, se trouve un congrès, un sénat et une assemblée aux États-Unis à très large majorité républicaine, dont plus de la moitié de ces républicains sont des radicaux. Ce qui veut dire que contrairement à ce qui s'est passé dans notre temporalité, où on a un président démocrate qui a freiné des quatre fers, qui a tenté de mettre son veto assez régulièrement à des propositions radicales, et qui a tout fait pour ralentir les choses du point de vue des réformes, et qui a tout fait pour au contraire réinstaurer les anciens politiciens, eh bien il est très facile d'imaginer que ces républicains beaucoup plus radicaux qui ont désormais le champ libre sont capables d'appliquer un programme de reconstruction dans le Sud beaucoup moins favorable aux populations de planteurs. Notamment plusieurs choses qui changeraient drastiquement la vie des Noirs vivant dans le sud des États-Unis. Le fait qu'un certain nombre de terres qui leur avaient été distribuées par les armées des États-Unis, parce que certains esclaves libérés, certains esclaves qui se sont révoltés, se sont vus confier des terres par les États-Unis au détriment de leurs anciens maîtres esclavagistes, et Johnson a fait en sorte que ces terres soient rendues à leurs anciens maîtres. C'est inimaginable dans cette situation. De la même manière, les Black Codes ou les lois Jim Crow n'auraient peut-être jamais vu le jour, tout simplement parce que les États du Sud n'auraient pas été réintégrés directement dans les États-Unis d'Amérique. Et les républicains auraient très clairement préféré attendre que ces États se soient débarrassés de leur classe politique. D'ailleurs, les anciens soldats confédérés et les anciens politiciens confédérés ne seraient très certainement pas passés sous des lois d'amnistie les autorisant ni à se présenter ni à voter. Le Ku Klux Klan, qui a été fondé en 1865, au départ comme un club entre guillemets d'anciens confédérés, qui va très rapidement dégénérer en organisation terroriste, aurait très certainement été combattu beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de force par une administration républicaine. Accessoirement, ce changement de direction, il a un autre effet majeur. Si le plan de bouffe s'était déroulé dans son intégralité, le général Grant aurait également été assassiné, ce qui aurait provoqué, parmi les plus modérés des républicains, beaucoup plus de colère vis-à-vis des anciens confédérés. Accessoirement, Grant, c'est le président élu en 1868. Oui. S'il est décédé et qu'on a déjà un républicain situé d'ailleurs à peu près au centre entre radicaux et modérés, mais sans doute au vu des élections suivantes avec un soutien beaucoup plus radical, puisque les élections de mi-mandat aux États-Unis 1866-1867 ont très clairement donné l'avantage aux républicains radicaux. Ce président-là aurait peut-être été relancé pour un deuxième mandat, avec sans doute d'autant plus de force que du coup, les États du Sud ne pouvant pas voter les républicains du Nord ont le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'assassinat de Lincoln a eu peut-être bien moins d'importance que le non-assassinat de Johnson. Parce qu'il a transféré le pouvoir des mains d'un républicain assez modéré à celui d'un démocrate qui a fait le jeu des anciens confédérés, mais qui, s'il avait été également assassiné, aurait en fait fait tout l'inverse et aurait donné quasiment le champ libre aux républicains radicaux. Ce qui aurait d'ailleurs, vous l'aurez compris, changé toute l'histoire de la lutte pour les droits civils aux États-Unis. Alors,
Attention, ça n'aurait sans doute pas été le paradis pour les Noirs aux États-Unis. Le fait que la société ait des fondements racistes ou qu'il y ait des problématiques de ségrégation, ça n'aurait sans doute pas disparu. Mais vu que les États du Sud auraient été mis face à leurs responsabilités, que leurs politiciens n'aient pas pu se représenter, que les droits économiques, mais aussi les droits de vote, aient été bien mieux protégés pour les anciens esclaves, le fait que l'armée des États-Unis ne se soit pas assez rapidement retirée, comme ça a été le cas, laissant, dans certains cas, certaines populations d'anciens esclaves être lynchées par le Ku Klux Klan, puis par la White League. Tout ça aurait complètement transformé les États-Unis. Potentiellement, toute la question des droits civils aurait été réglée avant la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire par la suite, une société américaine déjà peut-être plus apaisée par rapport à ce qu'elle a été au 20e siècle, surtout dans la deuxième moitié, avec tous les mouvements des droits civils. Ça aurait peut-être amené moins de racisme aussi au niveau de la société. Bref, et finalement un nombre de changements assez conséquents, pas parce qu'une personne a été assassinée, mais parce qu'une personne ne l'a pas été. Merci beaucoup du coup Franck pour cette petite chronique qui clôture un petit peu notre épisode, puisque au final on termine sur ça. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.